c'est un homme faible, extrêmement faible, qu'il a même peur dans son sommeil, extrêmement faible, qu'il a même peur d'une femme, une femme très courageuse, Madame Victoire Ingabire, qui est partie toute seule au Rwanda et qui se retrouve aujourd'hui en prison. Est-ce que vous croyez qu'il sortira de la force? Vous vous trompez. Il a tellement peur qu'il a peur même d'une femme désarmée. Mais comme je vous l'ai dit, Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda, Deo Mushahidi, le docteur Niteleka Théoneste et les autres, que je ne cite pas ici, Eric Shimimana, un membre du PCB à la Courie, qui a encore une balle au niveau du cœur depuis le 15 septembre 2011. Il a reçu une balle, il n'est pas soigné, il est en prison. Le policier qui voulait le tuer continue de l'obliger à dire qu'il avait 7 pistolets. Or, il sortait du procès de Victoire Ingabire. Et dans son procès, on fouille les gens. On se demande où il a pu trouver les 7 pistolets. S'il avait les 7 pistolets, je crois qu'il se serait défendu. Non. Vous comprenez le mensonge. Le mensonge continue et Charles Onana, il a refusé, il a continué de démentir son mensonge, il combat son mensonge. Et vous, je vous invite aussi, et je ne le dirai pas assez, cette culture du mensonge, nous devons la combattre parce qu'elle est nocive, parce qu'elle contribue à nous opprimer également. Nous devons changer de mentalité. Nous avons des solutions. Les solutions, ils sont là, et c'est sur cela que je vais retirer. Excusez-moi, j'oubliais le livre de Musabyimana Gaspard. Je crois qu'il doit être ici. C'est un livre, Rwanda, 20 ans de pouvoir du FPR. C'est un livre, ils ont repris une belle synthèse, j'ai jeté un coup d'œil dedans, une belle synthèse de son pouvoir. Je vous dis, prenez le temps de le lire aussi. Et tous les autres livres que je suppose qu'il doit y avoir d'autres livres, je ne vois pas de stand ici, mais je crois que derrière, on va s'organiser peut-être. Mais les solutions existent. Ne désespérez pas. Gardez l'espoir en votre puissance, celle de votre imagination, celle qui peut vous recréer, celle qui peut vous permettre de ressusciter de vos cendres, de résister à ces grandes puissances qui ont décidé de nous écraser, de nous détruire comme peuple, pour justement implanter au pouvoir un petit noyau de criminels, de seigneurs de guerre qu'on utilise tantôt au Congo, tantôt dans les missions des Nations Unies, dans les missions de paix. Comment voulez-vous qu'une armée composée de criminels, gérée par un chef criminel, puisse avoir le privilège d'entrer dans les missions de paix? Vous aurez compris pourquoi le grand complot qui est là contre votre peuple, contre le peuple, etc. J'ai parlé des 4 chefs d'État, tantôt mémorial. 4 chefs d'État, tous francophones, tous noirs et tous catholiques. Le président Melchior Ndadaye, tué le 21 octobre 1993. Les 2 présidents burundais Hutu, noirs, francophones et catholiques, Cyprien Ntaryamira du Burundi et Juvenal Habyarimana du Rwanda, tué le 6 avril. Et c'est pour ça que le 6 avril, nous sommes allés au mémorial pour justement rappeler que la tragédie culmine en horreur par l'attentat du 6 avril. Et le dernier chef d'État d'un grand pays, celui qui est convoité, celui qui est aujourd'hui attaqué, celui qu'on veut balkaniser, celui qu'on veut dépecer, comme on dépèce une chèvre ou une vache qu'on vient d'abattre, le président Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné le 16 janvier 2001, 40 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Patrick Lumumba. Patrick Emery Lumumba, le premier président, le premier ministre élu du mouvement national congolais, qui a été assassiné justement pour servir les intérêts des grandes puissances. On a mis Mobutu, Kasavubu, vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas la répéter, mais vous comprenez que l'histoire ne date pas du génocide qu'on essaie de distraire les gens, le génocide rwandais, qu'on essaie de parler d'une partie des seules victimes tutsis. C'est une banalisation, c'est une réduction inacceptable, c'est encore une humiliation. Et les autres victimes de ce génocide.
et les victimes qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est à vous les survivants de les représenter, de parler pour eux, de les défendre et surtout d'aider notre orateur de ce jour, Charles Onana, qui, depuis qu'il a compris le jeu qu'on mène contre nous, a pris sa plume et qu'il va vous présenter tantôt son 6e livre sur l'Afrique. Je vous remercie. Je suppose que les frères et les sœurs ont enregistré ces dénonciations et qu'ils vont encore une fois se réveiller pour faire face à cette menace. Merci beaucoup. Nous te connaissons comme le lutteur infatigable. Nous te soutenons moralement, spirituellement. Tu payes une partie de ta vie pour parler au nom du peuple. C'est comme ça que les grands esprits travaillent, se sacrifier pour les autres, s'oublier pour pouvoir se donner. Merci beaucoup. J'ai le grand honneur de vous signaler qu'il y a notre frère congolais qui représente les Congolais. Il est avec nous. Il est artiste et lobbyiste et il s'appelle Mito Hinini. Et je vous représente et je vous demande de l'applaudir. Voilà, chers frères, je vais avec un grand honneur te passer la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Les nations qui ont tenu à ce que nous puissions avoir cet échange aujourd'hui et un merci particulier à l'association Synergie africaine qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de ce travail grâce à ses archives extrêmement précieuses et aussi aux compatriotes congolais, donc représentés ici par Mitch, qui travaille depuis plusieurs années pour que le drame du Congo, le silence autour du drame du Congo soit rompu et avec qui on a beaucoup cheminé pour essayer de faire entendre la voix du Congo dans cette tragédie des Grands Lacs. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que 20 ans après la tragédie rwandaise, évidemment, la vérité a du mal à s'imposer non pas dans l'opinion publique de manière générale, mais plutôt dans les sphères de pouvoir et dans la sphère médiatique des grands médias internationaux. Pour une raison très simple, c'est que on a pris une position idéologique à la suite des événements de 1994 au Rwanda, où on a dit tout simplement que ce qui s'est passé au Rwanda est un génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés. Au fur et à mesure que les années ont avancé, on a oublié les Hutus modérés et c'est devenu un génocide contre les Tutsis. Et donc évidemment, le tribunal pénal international qui a été créé pour juger tous les crimes qui ont été commis en 1994 s'est acharné, s'est attelé à enquêter exclusivement sur les crimes qui auraient été ou pas commis par les Hutus. Et donc, évidemment, tous les crimes commis par le FPR de Paul Kagame, parce que si on admet qu'il y a eu un conflit entre 1990 et 1994, entre la rébellion Tutsi et les forces gouvernementales Hutus, ça signifie, dirigé sous la présidence d'Abiyarimana, ça signifie nécessairement que les rebelles ont commis des crimes et que les troupes gouvernementales en ont commis également. Donc, si la mission qui a été allouée au tribunal pénal international en 1994 était de, premièrement, enquêter sur tous les crimes commis au Rwanda,
Ça signifie, puisqu'il y a eu, après le 6 avril 1994, une guerre, donc la poursuite de la guerre de 1990, que cette guerre a opposé les rebelles Tutsis et les troupes gouvernementales dans la prise du contrôle du pouvoir au Rwanda, donc dans la prise de Kigali. Ça signifie que les rebelles Tutsis ont commis des crimes et que les troupes gouvernementales ont commis également des crimes. Ça signifie qu'il y a eu des massacres de population aussi bien du côté Hutu que du côté Tutsi. Ça signifie également qu'il y a eu des Touas dont on ne parle pas du tout. Ça signifie également que les Touas ont perdu la vie pendant ces massacres. Donc, la difficulté que moi j'ai eue en commençant ce travail, c'était de constater que le tribunal pénal international lui-même avait également une autre mission, qui n'était pas moindre. C'est qu'au terme de ces enquêtes au sein du tribunal, le tribunal devait aboutir à une réconciliation entre Hutu et Tutsi. Or, ce tribunal, pour n'avoir fait des enquêtes concernant que les crimes commis ou supposés être commis par les Hutus, et en écartant tous les crimes commis par la rébellion, a d'entrée de jeu failli à sa mission, puisqu'il n'y a que des Hutus qui ont été poursuivis depuis la création du tribunal. Comment peut-on aboutir à la réconciliation quand il y a une seule partie au conflit qui est à la fois poursuivie et condamnée? Mais il y a une grave injustice également dans cette histoire. C'est que les gens qu'on a présentés dès le début comme les responsables médiatiques du crime des crimes, c'est-à-dire du génocide, qui ont passé 11 ou 13 ou 14 ans de prison à Arusha et qui ont été acquittés par le tribunal de tous les chefs d'accusation, eh bien, ces gens, aujourd'hui, continuent à errer à Arusha sans avoir la possibilité de rejoindre leur famille en Europe. Deuxième chose encore extrêmement grave dans cette histoire, c'est que ces gens n'ont aucune possibilité d'être indemnisés pour avoir perdu 13 ans de leur vie en prison. C'est-à-dire que le tribunal pénal international n'a pas prévu la possibilité que s'il était établi qu'une des personnes soupçonnées au début des enquêtes se révélait être innocente, eh bien que cette personne avait la possibilité au moins d'avoir une satisfaction morale ou psychologique qu'on a reconnu son acquittement comme la preuve de son innocence. Eh bien, ces gens, non seulement des associations continuent de harceler les gouvernements belges, français, canadiens, etc., en disant que ces gens ne peuvent pas venir rejoindre leurs enfants ou leurs femmes qu'ils n'ont pas vues depuis 13-14 ans, parce qu'ils n'ont rien fait, que ces gens-là restent une menace pour les victimes du génocide. Alors, quand on est face à une telle négation de l'humanité, si c'est ce que je ne trouve pas de mot plus fort que cela, on est quand même obligé d'essayer de chercher à comprendre pourquoi il y a un tel acharnement contre des gens qui sont, pour ceux qui sont tout au moins acquittés, innocents. On a vu ces dernières années également, ce soit ici en Belgique et plus récemment en France, une mobilisation contre d'autres gens qui seraient soupçonnés d'avoir commis le génocide, alors que ces gens ne sont même pas recherchés par le tribunal pénal international. Et ça me ramène à confirmer ce que disait Matata tout à l'heure, qu'il va falloir à un moment donné que vous cessiez de vous incliner régulièrement devant une telle avalanche d'injustice. Il va falloir que vous essayiez au moins de vous organiser pour que l'association des droits de l'homme que dirige Matata ou d'autres associations des droits de l'homme organisées par les Rwandais, etc.,
mais puisse au moins avoir la possibilité de défendre des innocents qui sont harcelés tous les jours chez vous. Je ne comprends pas le mécanisme psychologique qui fait que vous acceptiez cela. Moi qui n'ai perdu personne au Rwanda et qui ne me sens concerné que de très loin, je ne supporte plus de voir des gens harcelés avec leurs enfants et toute leur famille alors qu'ils n'ont absolument rien fait de délictueux ou de criminel. C'est pour cette raison qu'au terme de ces 20 années où effectivement il y a une campagne de propagande qui se déploie depuis quelques mois autour du 20e anniversaire, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose était de revenir sur les auteurs de l'attentat qui ne sont toujours pas arrêtés depuis 20 ans. Alors que les Nations Unies nous ont dit que l'attentat du 6 avril était l'événement déclenchant du génocide. Je me suis demandé, mais avec quelle logique on peut pourchasser les génocidaires et oublier les auteurs de l'attentat qui a déclenché le génocide. Parce qu'il y a eu une contradiction dans la démarche du tribunal pénal international et de ceux qui militent aujourd'hui pour la mémoire des victimes du génocide, c'est de ne pas vouloir chercher qui sont ces gens qui ont déclenché cette affaire. Et avant de continuer un peu plus, je suis obligé d'avoir une petite une réflexion pour mon ami Déo Mochaïdi, qui était membre du FPR en Suisse à l'époque, qui a été réfugié politique ici en Belgique, et qui avait été arrêté dans des circonstances un peu troubles, et qui avait participé avec moi à l'enquête, la première enquête qui avait été faite sur l'attentat, il y a 10 ans, il y a 12 ans aujourd'hui. Et lorsque Mochaïdi avait été arrêté, j'ai écrit une tribune que je croyais une tribune utile pour sensibiliser les autorités belges à cette arrestation arbitraire et puis surtout de renvoyer quelqu'un à Kigali qui était un opposant politique, certes à Kagame, mais dont les droits avaient été largement violés par les conventions de Genève. J'ai pensé peut-être que des gens pour qui les valeurs, effectivement, des droits de l'homme ne sont pas que de la fiction, en Belgique pouvaient effectivement s'indigner et demander aux autorités belges qui ont une certaine influence sur M. Kagame, soit minime soit-elle, de demander à ce que peut-être M. Mochaïdi soit jugé en Belgique comme d'autres réfugiés. Et que peut-être ça aurait permis d'avoir un procès équitable pour Mochaïdi qui s'est retrouvé victime une deuxième fois. La première fois, c'était des Hutus, des miliciens Hutus qui avaient tué sa famille. La deuxième fois, c'est le parti dans lequel il avait milité pendant des années qui avait décidé de l'embastiller définitivement. Au moins en 1994, les choses étaient claires parce qu'on accusait sa famille à tort ou à raison d'être proche du FPR, mais cette fois, rien n'est clair dans ce qui lui arrive et dans le procès qui lui est intenté. Est-ce qu'il s'agit d'un procès politique? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté de ne plus entendre parler de lui parce qu'il dénonce, comme d'autres réfugiés, comme d'autres exilés du FPR dénoncent le régime? Eh bien, je pense que pour ce 20e anniversaire, pour Mochaïdi, pour moi c'est un peu difficile. Bon, ce que je voulais dire par rapport à cet attentat, c'est que si j'ai repris l'enquête sur cet attentat, c'est d'abord parce que il y a eu en France beaucoup de choses qui ont été dites
qui sont généralement fausses. Les médias sont devenus, dans le dossier du Rwanda, le vecteur de communication de la propagande du régime rwandais, en relayant tous les points de vue du président Kagame et de ses proches. La première chose qui, moi, m'a troublé, c'est que on a commencé par nous dire que le premier procureur du tribunal pénal international, Mme Louise Arbour, avait commencé par dire que l'attentat du 6 avril ne faisait pas partie de ses compétences. Et cet argument a quasiment été imposé à tout le monde comme une vérité. Alors qu'en fait, le mandat du tribunal, comme je l'ai dit, autorisait à mener des enquêtes sur tous les crimes qui avaient été commis du 1er janvier au 31 décembre 1994. Si on poursuivait des Hutus qui avaient commis des crimes le 7 avril ou le 8 avril, mais qu'est-ce qui impliquait que l'attentat du 6 avril ne fasse pas partie des compétences du tribunal? J'ai essayé de comprendre les arguments juridiques qui avaient été avancés par le bureau du procureur. Il n'y en a aucun qui soit défendable. Et entre-temps, je découvre en enquêtant que Mme Louise Arbour, en fait, avait accepté qu'une enquête soit diligentée sur l'attentat. Et cette enquête avait été dirigée par Michael O'Regan, un avocat australien aujourd'hui décédé, et que autour de Michael O'Regan, il y avait Jim Lyons, qui était un ancien agent du FBI, qui avait participé également à cette enquête, et il y avait également M. Amadou Démé, qui est un agent des services de renseignement de la MINUAR, casque bleu des Nations Unies, et qu'ils avaient identifié 3 sources au sein du FPR qui étaient prêtes à témoigner pour expliquer que l'attentat était l'œuvre des membres du FPR sous la coordination ou le patronage de Paul Kagame. Évidemment, Michael O'Regan m'avait expliqué comment les choses s'étaient passées, donc il avait pris contact avec le procureur par téléphone, donc le procureur lui a dit que cela était très intéressant ce qu'il était en train de lui dire, et donc comme l'équipe se trouvait à Kigali, au Rwanda, donc Michael O'Regan a décidé de prendre contact avec Mme Arbour, de prendre un rendez-vous téléphonique pour lui apporter des détails sur cette affaire. Le problème de Michael O'Regan, c'est qu'il ne savait pas que les États-Unis soutenaient le FPR. Et donc il a décidé, pour ne pas être entendu par les autorités rwandaises, de se rendre à l'ambassade des États-Unis à Kigali et essayer de parler à Mme Louise Arbour sur une ligne dite sécurisée. Et il a pris ce rendez-vous téléphonique avec Mme Louise Arbour qui se trouvait, elle, à La Haye, elle aussi à l'ambassade des États-Unis à La Haye. Donc, Michael O'Regan a été chaleureusement accueilli à l'ambassade des États-Unis. Les services de sécurité étaient très, très, très disponibles et très accueillants. Eh bien, il ne savait pas que on était très content de savoir ce qu'il avait annoncé à Mme Louise Arbour. Donc, au terme de cette discussion, Mme Louise Arbour lui a dit que les informations qu'il était en train de lui communiquer étaient très importantes et qu'elle-même avait déjà eu, par d'autres sources, des informations qui allaient dans le même sens. Ce qui signifiait que Mme Louise Arbour, à l'époque, ne pensait pas que ce sont les Hutus qui avaient abattu l'avion. Si les informations qui lui ont été communiquées allaient dans le même sens que celles que lui donnait Michael O'Regan. Mais il se trouve que quelques temps après, je crois une semaine plus tard, donc ils conviennent qu'il va remettre un premier rapport de cette enquête à Mme Louise Arbour, et là, il se rend à La Haye pour voir Mme Louise Arbour, et le ton avait complètement changé. Mme Louise Arbour était très énervée, très tendue, le visage fermé, et elle a rejeté complètement le travail d'investigation qui venait d'être fait, ou qui était sur le point d'être approfondi. Michael O'Regan a demandé la protection des sources
du FPR qui se trouvait à Kigali, qui était prête à collaborer avec le tribunal. Madame Louise Arbour a dit qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité de ces personnes. Et puis surtout, elle a considéré que cette enquête était une mauvaise enquête et que Paul Kagame ne pouvait pas être mis en accusation dans un tel événement. Michael Ourebukan a rendu sa démission, mais non sans faire de vagues au sein des Nations Unies. Parce que quand cette information est arrivée au secrétariat général à New York, tout le monde était en panique. Parce que les gens se disaient, si les enquêteurs du tribunal pénal international pour le Rwanda vont dans cette direction, il est évident que la vision des événements risque d'être fortement modifiée. Michael Ourebukan n'aura jamais le soutien des autorités de New York pour continuer cette enquête, mais personne ne dira que ces enquêtes sont totalement fausses. Entre-temps, un événement très important survient. C'est l'histoire de la boîte noire. L'histoire de la boîte noire de l'avion du Falcon 50 du président Habyarimana abattu le 6 avril 1994 fait l'objet, dès le début, de plusieurs polémiques. Il y a des gens qui disent que l'avion, le Falcon 50, n'avait pas de boîte noire, d'autres qui disent qu'il y a eu une boîte noire mais qu'elle a disparu, d'autres qui disent qu'on ne l'a jamais retrouvée dans l'avion, etc., etc. Mais je découvre pendant cette enquête que non seulement l'avion du Falcon 50, le président Habyarimana avait une boîte noire, et j'en apporte la preuve dans le livre, parce que j'ai retrouvé la société Dassault, qui fabrique les Falcon 50 et qui avait en charge de réviser l'avion quelquefois, le Falcon 50, a produit un rapport technique en janvier 1993, un an avant l'attentat, qui confirme effectivement la présence de la boîte noire dans le Falcon 50 et que il y a même eu des travaux techniques sur cette boîte noire pour faciliter son bon fonctionnement. Le document est produit. Donc pour moi, le débat sur l'existence de la boîte noire est définitivement clos. Il n'y a plus personne qui va dire que le Falcon 50 n'a pas de boîte noire. J'en apporte la preuve. La deuxième chose, c'est que je découvre que peu de temps après l'attentat, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Jacques-Roger Bobo, avait écrit à Kofi Annan pour lui dire qu'il y a une boîte noire de l'avion qui a été retrouvée à Kigali et qu'il fallait savoir ce qu'il faut en faire. Le responsable de la sécurité aérienne de l'ONU a donc demandé que cette boîte noire soit envoyée à New York pour des examens plus approfondis. Cette boîte noire est donc partie à New York. Je donne plus de détails dans le livre sur la façon dont la boîte noire a quitté Kigali, via Nairobi à travers une valise diplomatique. Et lorsque la boîte noire arrive à New York, les Nations Unies se taisent et personne ne parle de la boîte noire, de son arrivée là-bas depuis l'attentat. En 2004, lorsque le juge Bruguière, je crois vers 2003 à peu près, le juge Bruguière et son équipe apprennent qu'il y aurait une boîte noire de l'avion Falcon 50 aux Nations Unies. Le juge Bruguière demande au bureau du secrétaire général si on peut communiquer cette boîte noire à la justice française. On répond au juge Bruguière qu'il n'y a pas de boîte noire concernant le Falcon 50 aux Nations Unies. Le juge Bruguière, en 2004, donc, fait publier un article dans le journal Le Monde disant que les Nations Unies entravent les enquêtes et la vérité sur l'attentat du 6 avril. Évidemment, le représentant du secrétaire général à l'époque invite la presse, plaisante en disant « Écoutez, la boîte noire est sous le pupitre » pour donner l'impression que ces déclarations sont tout à fait farfelues.
Mais pendant mon enquête, je découvre que les révélations du journal Le Monde, grâce au juge Bruguière, ont provoqué un vent de panique très intense aux Nations Unies. Il y a eu, je pense, pendant une semaine, plusieurs réunions et des échanges d'emails. Je conserver des échanges d'emails dans le cas où les gens des Nations Unies vont se fâcher en disant que M. Nana raconte des histoires. Je me réserve le droit de pouvoir publier les échanges d'emails entre les différents services qui ont eu à gérer le dossier de la boîte noire. Donc évidemment, ce vent de panique pendant une semaine, avec des briefings des représentants de communication des Nations Unies pour savoir comment répondre au juge Bruguière. Bon, on va finir par dire au juge Bruguière que la boîte noire, en fait, du Falcon 50 n'est pas la boîte noire du Falcon 50. Mais on ne dit pas à quel avion ça appartient. Parce que si la boîte noire se retrouve dans les placards des Nations Unies, qu'elle n'est pas la boîte noire du Falcon 50, on veut savoir quel est l'avion qui s'est écrasé à Kigali, soit en avril, soit en mars, soit en janvier, soit l'année avant. Quel avion s'agissait-il et pourquoi les Nations Unies vont prendre une boîte noire à Kigali pour l'amener à New York? À ce que je sache, les Nations Unies n'ont pas la réputation d'être un entrepôt de boîtes noires des avions accidentés à travers le continent, ou ailleurs d'ailleurs. Bon, mais toujours est-il que la boîte noire a traîné, continue de traîner là-bas. Bon, et je me pose donc la question de savoir, mais au fait, mais qu'est-ce qui est si important dans cette histoire de boîte noire? Parce que comme vous savez, généralement, quand il y a une attaque aérienne ou un accident, les familles des victimes et les avocats et les institutions judiciaires sont toujours un peu suspendues aux révélations de la boîte noire pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'une attaque ou d'une erreur de pilotage ou des choses de ce genre. Donc, il se trouve qu'en examinant donc, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'autres informations autour de cette affaire, bon, je ne pense pas qu'aux Nations Unies, ils vont peut-être faire des enquêtes pour savoir comment les documents sont sortis, puisque ils croyaient que c'était un secret bien gardé. Bon, en 20 ans, le secret un peu n'est plus suffisamment bien gardé. Donc, je découvre que la personne qui a transporté la boîte noire jusqu'à New York est quand même mal à l'aise devant cette histoire de la boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50. Et donc, le secrétaire général adjoint décide donc de faire intervenir l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour ouvrir la boîte noire et examiner ce qui se passe dans cette boîte noire. Donc, on découvre que dans l'une des enquêtes internes faites sur le sujet, que si on admet que la boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50, prenons cette hypothèse, il se trouve que dans les dernières conversations qui sont entendues par les experts qui examinent la boîte noire, il y a 2 pilotes qui parlent en français. Ils parlent des choses extrêmement banales, qui ne sont pas des choses importantes. Donc, les experts concluent tout de suite en disant que puisqu'ils parlent des choses banales, ça signifie qu'il n'y avait pas un vent de panique autour des pilotes. Donc, c'est très possible que ce ne soient pas les pilotes du Falcon 50. Moi, je trouve la conclusion un peu rapide. Évidemment, les pilotes ne pouvaient pas avoir un vent de panique puisque ce sont des missiles qui ont abattu l'avion. Donc, pendant quelques minutes avant l'atterrissage, ils ne savent peut-être pas qu'il y a des missiles en bas qui vont abattre l'avion. Donc, ils peuvent parler des choses banales. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas exactement les pilotes du Falcon 50. Mais les experts, toujours dans leur stratégie de camoufler la vérité, disent que, mais en fait, ces 2 pilotes qui parlent, il y en a un qu'on désigne sur le vocable de Jean-Pierre. Bon, vous avez retenu que l'hypothèse, c'est que les pilotes ne sont pas les pilotes du Falcon 50.
Mais il y a une terrible coïncidence, c'est que le copilote du Falcon 50 s'appelle Jean-Pierre Minabéry. Bon. Comment la boîte noire, qui n'est pas la boîte noire du Falcon 50, a deux pilotes qui parlent français, et les vrais pilotes du Falcon 50, effectivement, parlent français, et que un des pilotes s'appelle Jean-Pierre Minabéry, et la boîte noire, qui n'est pas la boîte noire du Falcon 50, a un pilote qui s'appelle Jean-Pierre. Je me suis dit que si on veut faire toutes ces conclusions pour dire tout simplement que cette boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50, on aurait simplement mieux fait de prendre la boîte noire et de la remettre au juge Bruguière. Et il aurait fait tous les examens nécessaires et il aurait conclu que la boîte noire du Falcon 50 n'est pas la boîte noire qui est concernée par cet appareil. Mais l'ONU, sur la pression du juge Bruguière, est obligé de construire un scénario ou plusieurs scénarios qui sont complètement incohérents les uns avec les autres. Donc je me suis dit que si c'était les Hutus, on n'aurait pas perdu 2 minutes pour envoyer cette boîte noire au juge Bruguière. Et le dernier élément que je note dans ce dossier d'attentat, c'est que la Belgique avait dit, au terme du rapport sénatorial, qu'on allait mettre en place un comité de suivi sur l'attentat et l'assassinat des casques bleus belges. J'ai pu obtenir les témoignages de certains militaires belges de la MINUAR auprès de l'auditorat militaire belge. Évidemment, ne me posez jamais la question de savoir comment j'ai fait pour avoir ces documents. Ça ne se dit pas, le secret des sources, évidemment, pour les journalistes. Mais le travail d'enquête qu'a fait l'auditeur militaire Van Winsen, aujourd'hui aussi décédé, a été un travail très intéressant. Parce que c'est un travail dans lequel on a recueilli des témoignages rapidement après l'attentat. Donc ce n'étaient pas des témoignages qu'on pouvait considérer comme des témoignages modifiés, travaillés, etc. Les gens ne savaient même pas qu'il y aurait un jour une enquête sur l'attentat avec des implications des grandes puissances, etc. Et donc je me rends compte que le militaire Van Winsen avait dit que Kigali avait refusé que les enquêtes aillent un peu plus loin. Bon, si c'était les Hutus, évidemment, on serait empressé d'accueillir Van Winsen à bras ouverts, on lui aurait montré tout ce qu'il fallait pour qu'il aille au fond de son enquête. Mais je constate que dans la journée du 6 avril, le jour même de l'attentat, le groupe des casques bleus belges qui sort le matin, dirigé donc par M. Letin, donc le groupe qui va être assassiné le 7 avril, sort le matin vers 7 heures pour aller, nous a-t-on dit, ou dit-on, au parc de la Kagera. L'un des militaires, donc, écrit à son épouse vers 4 heures du matin pour lui dire, envoie une lettre, pour lui dire que je suis en train de finir ma garde, je suis appelé à aller en mission dans les volcans de Virunga, donc à l'opposé de la Kagera. Bon, finalement, il serait parti au parc de la Kagera. Mais qui a envoyé ce groupe Letin au parc de la Kagera alors qu'il y avait des gros problèmes de sécurité et de tension dans toute la ville? Le colonel Luc Marchal, qui commande les casques bleus belges, dit qu'il n'a jamais envoyé personne là-bas. Monsieur Delecoeur, donc, qui est le chef des escortes donc, de la MINUAR, qui gère les escortes du FPR, dit qu'il n'a jamais envoyé personne là-bas. Mais je regarde donc la feuille de route de cette mission
Ils sont sortis à 7 h du matin, ils sont rentrés à 19 h le soir, soit 1h20 à peu près avant l'attentat. Et sur le compteur de leur véhicule est marqué 493 km. Où ils ont fait 493 km. Lors de la commission du Sénat, on dit que c'était une mission touristique. Des soldats de la mission des Nations Unies ont trouvé dans la tension qui règne à Kigali le temps d'aller faire du tourisme entre 7 h du matin et 19 h du soir.